Présenté par La Roche-Posay, La Voix du cancer est un balado de l'Institut du cancer de Montréal, une fondation dédiée à soutenir financièrement les recherches des scientifiques de l'Axe cancer du Centre de recherche du CHUM. J'ai regardé dans la biobanque pour voir combien de projets on avait soutenus depuis 2020. Puis on a vu, c'est au-delà de 300 différents projets auxquels on a contribué, dont 55 sont spécifiquement reliés au cancer héréditaire, du cancer de l'ovaire. Je m'appelle Jean-Daniel Doucet, mais on m'appelle souvent JD. Il y a près de 15 ans, j'ai quitté la recherche contre le cancer pour devenir vulgarisateur scientifique. Dans le balado La Voix du cancer, je vais revoir mes anciens collègues accompagnés de personnalités touchées de près par la maladie. Ensemble, on partage nos histoires tout en explorant les dernières avancées de la recherche, les pistes de traitement les plus prometteuses. Dans cet épisode, ma sœur et moi, on se rappelle de notre mère Christiane, décédée du cancer de l'ovaire en 2008. On discute de ce qui a amené ma sœur à vouloir tester ses propres prédispositions génétiques et on se tourne vers l'avenir avec une biobanque qui pourrait être très payante pour le dépistage et le traitement du cancer de l'ovaire. Edith Doucet, t'es ma sœur? Oui. Je sais que tu as amorcé une démarche de dépistage génétique du cancer de l'ovaire. On va en jaser tout à l'heure. Je me suis dit que tu aurais sûrement des questions pour la chercheuse Anne-Marie Messmasson qui étudie le cancer de l'ovaire depuis longtemps. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour, merci d'être là aussi. Anne-Marie, Edith, c'est la personne pour répondre à tes questions. Avec la docteure Diane Provencher, Anne-Marie, tu as créé la première biobanque de cancer de l'ovaire au début des années 90. C'est un genre de bibliothèque d'échantillons de cancer de l'ovaire qui baigne dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. C'est froid, ça, Edith? Évidemment, au fil du temps, s'en est suivi beaucoup de recherches sur la génétique et les traitements du cancer de l'ovaire. En quelques mots, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous parler de tes travaux au tout début avec la gynéco-oncologue Diane Provencher et surtout le rôle de la patiente Noëlla Munger? Donc, moi, quand j'ai commencé à l'Institut du cancer de Montréal, on a besoin des modèles pour étudier le cancer, puis je travaillais sur des souris avec des cancers testiculaires qui développaient. Mais on avait des dîners cliniciens-chercheurs, puis c'est comme ça que j'ai connu Diane Provencher. Donc, on jasait durant un dîner, qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce qui nous animait. Puis elle, c'est vraiment ces patientes qui avaient le cancer de l'ovaire qui la frustraient parce qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Puis elle m'a convaincue d'arrêter de travailler sur les petites souris, mais au lieu de se concentrer sur ces patientes. Mais j'ai dit, si tu veux qu'on se concentre sur les patientes, j'ai besoin d'un modèle. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la biobanque. Donc, les femmes qui sont diagnostiquées avec un cancer, suite à leur consentement, on allait récupérer de la salle d'opération, suite à l'approbation du pathologiste, un morceau du tissu du cancer qu'on ramenait au laboratoire. Une partie, on essayait de garder vivante dans nos petits incubateurs, puis une partie, on congelait pour nos études futures. Puis très tôt dans l'histoire de la biobanque, j'ai pu rencontrer une patiente qui était vraiment phénoménale. Elle s'appelle Noëlla Munger. C'était quelqu'un qui avait eu un cancer, qui avait décidé de faire des levées de fonds. Malgré sa maladie, elle voulait dédier le temps qui lui restait à lever de l'argent pour la recherche en cancer. Donc, avant qu'elle ait décédé, on a rendu hommage à Noëlla Munger en nommant notre salle de conférence à son nom. Et sa sœur nous avait fait un vitrail qui était l'ange, c'est Noëlla, puis 9 nuages qui sont ses frères et sœurs qui la soutenaient dans sa prochaine aventure au ciel. Et ça, on l'a toujours gardé dans notre salle de conférence quand on est parti de Notre-Dame, puis on a relocalisé dans notre nouveau locaux en 2013 au CHUM. La première chose qu'on a faite la première journée, c'est de mettre l'ange dans notre salle de conférence. Puis à tous nos étudiants qui viennent travailler chez nous, on parle de Noëlla puis son histoire. C'est un peu l'ange de l'Institut du cancer de Montréal. Et Edith, nous, notre ange, c'est Christiane, notre maman, qui avait une force hors du commun. Tu résumerais comment, toi, Christiane, pour Anne-Marie, Edith? Maman, c'était quelqu'un qui avait un don de soi énorme. En fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la santé aussi. Fait qu'elle était vraiment un peu au courant aussi du comment ça fonctionne, le milieu médical. C'est quelqu'un qui avait une grande douceur, une belle écoute. C'est quelqu'un qui avait une grande force aussi à travers tout ça. C'était quelqu'un de doux et forte à la fois. Là. À travers son combat contre la maladie, c'était elle qui était là, présente pour les autres, plus que l'inverse. Christiane avait autour de 50 % de chances d'être là encore 5 ans après son diagnostic.
essentiellement, c'était comme un pile ou face de savoir si elle allait survivre. Puis la pièce n'est pas tombée du bon côté. En 2007, ça a été la dernière année de Christiane. Moi, je commençais mes recherches en oncologie. Toi, tu terminais ton DEC en danse. Je ne sais pas si tu te rappelles de ton spectacle de fin d'études de cette année-là en danse, Édith. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu as offert à Christiane? Ouais, en fait, fallait à la fin de notre deck, fallait comme créer un solo, en fait. Puis moi, j'avais choisi un sujet qui m'inspirait beaucoup, qui était ma mère. Fait que j'avais pris la chanson de Pierre Lapointe qui est Maman, dis-moi pourquoi. Puis j'avais pris cette chanson-là, puis j'avais fait un solo un peu sur ce que je vivais par rapport à ma mère, parce que j'étais quand même jeune quand on a le diagnostic. Fait que j'avais de la misère un peu à exprimer tout ça. Fait que la danse, c'était un peu mon moyen d'expression. Fait qu'à travers ça, j'avais créé un solo sur ce que je vivais par rapport à notre mère qui avait un cancer. Puis toi, aujourd'hui, tu es en pleine démarche de dépistage génétique du cancer de l'ovaire pour évaluer tes propres risques. Je me suis dit que je pourrais peut-être t'offrir moi-même un cadeau. Puis moi, tu le sais, je danse pas. Ah non? Non, c'est pas une bonne idée qu'on va danser. Et on est en balado, malheureusement, on pourrait pas me voir. Ce que je fais dans la vie, je vulgarise. Alors, je vais faire mon possible pour t'aider à comprendre la génétique du cancer de l'ovaire avec Anne-Marie. Anne-Marie, à quel point c'est héréditaire, le cancer de l'ovaire? Le cancer de l'ovaire, on estime qu'à peu près 10 des cancers. Donc, une femme sur 10 qui va être diagnostiquée, elle vient d'une famille, elle a peut-être hérité un gène qui la prédispose à ce cancer-là. Les gènes les plus connus, c'est les gènes BRCA1, BRCA2. On les connaît d'à peu près une vingtaine d'années déjà qu'ils existent, mais ça explique peut-être juste 5 de ces 10 %-là. Donc, on sait qu'il y a d'autres gènes aussi qui peuvent contribuer à la prédisposition génétique. Vous avez peut-être entendu parler de l'actrice Angelina Jolie qui s'est fait retirer les seins à cause de son risque de cancer. Bien, elle s'est aussi fait retirer les ovaires pour la même raison. Dans les deux cas, c'est à cause de mutations dans le gène BRCA1. La moitié des cancers de l'ovaire avec une prédisposition héréditaire viennent des gènes BRCA1, BRCA2. Il y a d'autres gènes aussi qui sont importants. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Edith, j'étais juste curieux. Je sais que tu as hésité longtemps avant de passer le test de dépistage génétique. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter puis qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? En fait, la première fois qu'on nous en a parlé à moi puis Élise, notre sœur, en fait, c'est au début du cancer de notre mère. Puis on était jeunes, on n'avait même pas 18 ans encore. Fait que moi, je voulais pas le savoir. Je sais que je voulais des enfants. Je sais que ma vie était devant moi. Fait que je voulais pas avoir cette information-là en tête. C'est vraiment plus tard que là, j'ai eu mes enfants, j'en veux plus d'autres. Puis surtout à mon deuxième enfant qui est une fille. Puis je me suis dit, moi, on dirait que ça m'inquiétait pas d'avoir un cancer, puis je vais passer à travers, je vais avoir la force de le faire, mais on dirait que pour ma fille, c'est autre chose. Je veux pas qu'elle ait un cancer, je veux pas lui transmettre ça, c'est peut-être ça un petit peu ma crainte, fait que ça a été un petit peu l'élément déclencheur là, pour aller faire ces démarches-là. Donc, est-ce que tu aurais une question en particulier pour Anne-Marie à laquelle tu aimerais avoir une réponse? J'en ai plusieurs, en fait. Je suis là pour répondre. Je sais qu'une des choses qu'on s'était fait dire quand ma mère elle avait eu son cancer, c'est que ma mère, elle sortait des statistiques dans le sens où quand elle a eu son diagnostic, elle avait 45 ans. Puis on nous disait qu'à l'époque, c'était un cancer qui était plus un cancer de personnes âgées, puis souvent, les femmes, plus elles avaient d'enfants, moins elles avaient de chances de développer un cancer des ovaires. Fait que je me demandais, est-ce que c'est encore d'actualité? C'est vrai. Je veux dire, l'âge moyen d'une femme qui va avoir un diagnostic, c'est 63 ans. Non, mais on a des gens qui sont beaucoup plus vieux, puis on a des plus jeunes. Mais dans les cancers héréditaires, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les cancers commencent beaucoup plus jeunes que la moyenne. Donc, si c'est un cancer héréditaire, c'est peut-être ça qui a donné une suspicion parce que c'est quand même un diagnostic pour une femme qui est assez jeune. Quoi qu'on a des patientes qui ont des cancers à 45 ans ou même plus jeunes, mais que c'est pas héréditaire. Il n'y a jamais un absolu dans ça. Il y a juste des suspicions. C'est pour ça que des femmes sont des fois encouragées à faire des analyses pour voir si on peut dépister le gène. Puis comme ça, avoir des stratégies de prévention. Edith, il faut le dire, mais tu ressembles vraiment beaucoup physiquement comme à Christiane. Est-ce que ça augmente les prédispositions du cancer de l'ovaire? Anne-Marie? Si par
par exemple, ta maman avait un gène muté BRCA1, le fait que tu lui ressembles, ça te donne pas plus de chances que si tu ressemblerais à ton père. Okay. Fait que t'as une chance sur 2 de l'hériter. Puis il faut pas oublier que les hommes peuvent être porteurs de ce gène-là. Les hommes peuvent le transmettre à leurs filles. Et les hommes, bien qu'ils n'ont pas d'ovaires, mais c'est aussi un gène de prédisposition du cancer du sein. Donc, chez ces hommes-là, ils peuvent avoir le développement du cancer du sein. Ah! Bon, ça va. Puis je pense que les gènes BRCA1, BRCA2 prédisposent aussi à d'autres cancers aussi masculins chez les hommes. Ben, on sait que dans certains cancers de prostate, on peut trouver des mutations en BRCA1, BRCA2. Le gène est peut-être important dans le cancer, mais pas nécessairement si clairement une prédisposition familiale. Donc oui, c'est une cause pour être plus vigilant, mais la pénétrance est beaucoup moins que ovaires et seins. OK. Donc, peut-être moins important de mon côté de suivre un dépistage génétique du côté des digues. Je veux dire, c'est... Finalement, je vais peut-être changer d'idée. Ouais. Je serais pas si sûre. Premièrement, bien que le cancer du sein est rare chez l'homme, on le retrouve chez les hommes qui ont les mutations. Ah, oui. C'est 1%, je pense, des cancers du sein qui sont des cancers chez masculins, les hommes. Ouais. Oui. Puis dans la grande majorité, c'est à cause d'un gène de prédisposition héréditaire. Edith, avais-tu d'autres questions pour Anne-Marie? Mais oui, au niveau, je sais qu'on m'avait déjà mentionné qu'il y avait possiblement un lien entre le cancer du sein et le cancer des ovaires. T'sais, on parle souvent là, de le massage là, qu'on doit faire là, au niveau du cancer du sein, les femmes, mais au niveau du cancer des ovaires, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour essayer de voir, un autodiagnostic ou des... Malheureusement, le dépistage précoce dans le cancer de l'ovaire, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire maintenant. Je veux dire, même si on fait de l'imagerie ou de l'ultrason, il y a beaucoup de masse sur ces ovaires-là qui n'ont rien à faire avec le cancer. Donc, on va dépister des kystes bénins, on va trouver des masses qui n'ont pas rapport du tout au cancer. Il y a des grandes études qui ont été faites sur des grandes cohortes pour voir est-ce qu'on pouvait diminuer le risque du cancer si on faisait de l'imagerie à l'âge où on développe le cancer, puis ça n'a pas aidé. Donc, on est vraiment frustrés. Il n'y a pas de symptômes. Puis, je veux dire, souvent, c'est les femmes post-ménopause. Puis, les signes, c'est un gain de poids à l'abdomen, des difficultés soit à uriner, soit constipé, des saignements. Mais c'est tellement banal. Puis il y a tellement de femmes qui ont ce genre de symptômes, mais qui n'ont pas le cancer de l'ovaire, que ces signes-là ne nous aident pas beaucoup. C'est un cancer qui est comme bon pour se cacher au milieu de symptômes que les femmes ressentent souvent, ont appris à endurer. Mais si tu as eu des enfants, tu sais qu'au début de ta grossesse, bien que tu sais qu'il y a un bébé là, tu sens rien. Fait qu'imagine qu'au lieu que c'est un cancer, tu le saurais pas. Donc, c'est juste quand la masse devient assez grande que là, tu dis, oh là, il y a quelque chose là. Parce que c'est des cancers qui sont quand même assez rares. Je veux dire, au Québec, on va en avoir à peu près 700 nouveaux diagnostics par année. Je me rappelle que Christiane, au début, ses symptômes, elle mettait ça sur le dos de la ménopause. Fait qu'elle pensait pas que c'était un cancer, puis elle était infirmière de formation, là. Ça a été long à consulter, puis c'était quelqu'un qui était capable d'endurer le mal, puis qui se plaignait pas trop aussi. Fait que tout ça a un rôle à jouer dans le fait qu'on dépiste le cancer de l'ovaire souvent quand il est trop tard. J'imagine que si on le dépistait plus tôt, on l'aurait dans un stade qui est beaucoup moins avancé, puis ce serait plus facile. Les pronostics seraient beaucoup mieux, Anne-Marie. Oui, absolument. Alors, quand la maladie est encore confinée à l'ovaire, donc ça s'est pas rendu dans le péritoine, je veux dire, le taux de guérison est autour de 90 %, donc qui est à l'inverse qu'un stade 4 où là, on est dans les 25, 10, 13 %. Alors, c'est pour ça que dans le domaine, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le dépistage précoce parce que si on pouvait le faire, ça pourrait être vraiment aidant. Par contre, toute une autre série de laboratoires comme le nôtre qui travaillent sur les nouveaux traitements en se disant, oui, mais pour toutes ces femmes qui vont avoir un cancer, c'est trop tard le dépistage, puis il faut avoir des nouvelles solutions. On ne le dira jamais assez. Le dépistage précoce est hyper important en matière de cancer. Les femmes reçoivent des rappels pour leur mammographie, mais il n'y a pas d'équivalent aussi efficace en matière de cancer de l'ovaire. D'où l'importance de la recherche.
Parlons un petit peu plus du dépistage génétique. On a parlé des gènes BRCA1, BRCA2. Est-ce qu'il y a d'autres gènes qui prédisposent au cancer de l'ovaire que vous avez découvert, Anne-Marie, plus récemment? Bien, je veux dire qu'on a travaillé, c'est un travail qu'on fait en collaboration. C'est souvent fait avec des consortiums, avec des grandes familles où on essaie de trouver c'est quoi les nouveaux gènes. Donc, on a l'avantage au niveau du Québec, on a certaines grandes familles où on peut essayer de retrouver le gène qui est à la base de cette prédisposition héréditaire. Et dans les dernières années, on a pris une approche plus ciblée. On sait que les gènes BRCA1, BRCA2, puis d'autres gènes qui sont de prédisposition héréditaire, ils jouent tous le même rôle dans la cellule. Ils aident à la réparation de l'ADN. Donc, quand il y a une lésion dans l'ADN, il faut avoir des soldats dans la cellule qui viennent réparer cet ADN-là. Quand notre code génétique est brisé, ben c'est comme en situation d'urgence. Puis là, il y a l'armée qui vient réparer les petites brisures dans le code. Hein. Alors, on sait que les gènes BRCA1, BRCA2, ils jouent un rôle très important là-dedans. Donc, une des dernières études qu'on a publiées, c'est d'essayer de regarder, bien, on sait qu'il y a plein d'autres gènes qui contribuent à la réparation, des centaines. Donc, dans ces familles-là où on n'a pas trouvé une mutation BRCA1, BRCA2, mais qu'on voit un haut taux de cancer du sein et de l'ovaire, bien là, on a cherché dans ces autres gènes de réparation d'ADN, puis on a certains qui sont maintenant des candidats, puis qu'il faudra valider qui jouent vraiment un rôle. Tu sais, la génétique du cancer de l'ovaire, c'est un peu comme une loterie, puis une loterie dans laquelle il y aurait des infâmes boules noires. On a une certaine probabilité d'en attraper. Si on a des prédispositions génétiques, ben peut-être qu'on a plus de boules noires dans notre boulier. Ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement tomber sur le cancer, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on développe un cancer de l'ovaire, comme ça a été le cas chez notre maman, par exemple? Bien, il y a des stratégies pour diminuer le risque de développer un cancer de l'ovaire. Donc, par exemple, vous avez parlé de, tu sais, c'est des grandes familles ou même de prendre des anti-ovulants. Il y a des statistiques, des études épidémiologiques qui suggèrent que ça a un effet protecteur. Puis d'ailleurs, beaucoup de femmes qui reçoivent un diagnostic positif en dépistage, tu sais, s'ils ont un gène BRCA1 ou 2 muté, bien, ils vont choisir de se faire enlever les seins, enlever les ovaires suite à qu'ils ont eu leur famille pour diminuer leur risque. Pas de sein, pas de cancer du sein, pas d'ovaire, pas de cancer de l'ovaire non plus. Si on l'enlève assez tôt, parce qu'une fois c'est déjà parti, c'est trop tard. Pour les femmes qui ont des mutations BRCA1, BRCA2, c'est très important de chez ces femmes-là faire du dépistage, parce que même si ce cancer-là, il est très rare, chez les femmes qui ont des mutations, ils ont peut-être 80% de chances de développer un cancer dans leur vie. OK. Donc, ça, c'est des personnes qu'on devrait suivre de proche. Puis avec le temps, d'une génération à l'autre, on dirait que l'information de cette prédisposition-là se perd. Fait que la première personne qui a le diagnostic le sait, souvent ses enfants le savent, mais là, moi et Diane, on est tellement vieilles qu'on est rendu à la 3e génération, là. Et c'est pour ça que c'est très important de transmettre cette information-là dans la famille, tu sais, aux prochaines générations. C'est pour mes enfants, maintenant. Je suis dans la démarche, fait que ça va être important de, tu sais, oui, je vais le savoir, mais de leur transmettre l'information aussi, là. Oui, puis de leur transmettre l'information, même si tu n'as pas le gène, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir le cancer, c'est juste qu'ils vont naître avec un billet de loto qui est différent. Tu sais, Marie, à quel point ça a été important de créer une biobanque du cancer de l'ovaire dans les années 90? À quel point on en tire les bénéfices là, aujourd'hui, en 2024? C'est très important parce qu'on a besoin d'un modèle pour étudier le cancer. Puis le meilleur modèle, c'est vraiment avec les échantillons qui viennent d'une tumeur humaine pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va pas bien, puis c'est quoi les stratégies pour les contrer. Alors, quand j'ai rencontré Diane la première année, qui était en 1990, on a réussi à mettre 2 échantillons dans la biobanque, 2 patientes. Donc, on avait notre petite feuille d'Excel, c'était pas très compliqué. On pouvait suivre tout ce qu'on faisait. Puis, on avait le sang du patient, on avait des fois du liquide d'acide, le liquide de l'abdomen, on avait la tumeur. Donc, chaque patiente, on pouvait avoir plusieurs différents types d'échantillons qui étaient associés. Tout récemment, on a dépassé le 12 000 participantes de notre biobanque. C'est pas toutes des personnes qui ont le cancer de l'ovaire. Il y en a qui ont des cancers qui sont bénignes. Il y en a qui c'est des membres de famille qui ont contribué aussi à notre recherche. Mais ça représente des millions d'échantillons. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des systèmes très sophistiqués pour suivre toutes nos activités de biobanque. C'est pas juste une feuille Excel sur le coin d'une table, là, on s'entend. C'est plus ça. C'est plus ça depuis longtemps.
Puis j'ai regardé dans la biobanque pour voir combien de projets on avait soutenus depuis 2020, où la biobanque commençait à être robuste puis qu'on avait suffisamment d'échantillons. Puis on a vu, c'est au-delà de 300 différents projets auxquels on a contribué, dont 55 sont spécifiquement reliés au cancer héréditaire, du cancer de l'ovaire. Puis ça, c'est grâce à la générosité des patients. C'est quoi les quelques découvertes fascinantes qui ont été tirées de cette biobanque-là? Une des choses, c'est, bien que notre biobanque paraisse grand, le cancer de l'ovaire, c'est pas juste un cancer, mais c'est multiples sous-types, puis des sous-types qui sont très rares. Donc, un des projets qu'on a fait avec Dr Provencher, c'est qu'on a créé une cohorte pan-canadienne de tous les sous-types du cancer. Puis la seule façon qu'on a pu aller chercher ces cancers rares-là, c'est en mettant tous les biobanques, 12 biobanques à travers le Canada, parce qu'ils se sont développés après que nous, on a commencé le modèle. Tout le monde a dit, bon, c'est une bonne idée, on va faire la même chose. Les autres. Mais c'est grâce à ça qu'on a pu. Puis cette cohorte-là qu'on appelle CARE, elle a été utilisée, séparément des statistiques que je t'ai données, dans 42 autres projets au national, international. D'ailleurs, ça a été très important pour définir les signatures moléculaires. C'est quoi un cancer mucineux? C'est quoi un cancer cellule claire? C'est quoi un cancer au grade séreux? Prendre une photo de ces cancers-là, de quoi ils ont l'air, finalement. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est quoi les lésions qu'ils ont? Parce qu'on a besoin de les comprendre. Chacun va avoir besoin d'une stratégie différente de traitement. Il y a des gènes dans nos cellules dont le travail est de réparer l'ADN, notre code génétique. BRCA1 et BRCA2, c'est ça leur travail. S'assurer que notre code génétique reste en bon état. Chez certaines personnes, comme Angelina Jolie, BRCA1 ou BRCA2, ils font pas le travail. Ça augmente leur risque de mutation dans les cellules du sein ou de l'ovaire et donc de risque de cancer. Mais si le code génétique accumule trop d'erreurs, les cellules cancéreuses ne peuvent plus fonctionner. PARP ou PARP, son travail, c'est aussi de réparer l'ADN. Si on l'empêche de fonctionner, on augmente énormément les erreurs dans le code génétique des cellules cancéreuses et elles finissent par ne plus pouvoir fonctionner. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le cancer porte-flanc, a des talons d'Achille auxquels on peut s'attaquer avec des traitements ciblés. C'est un peu ça, Anne-Marie. Absolument, c'est ça. Et il y a bien qu'il a été développé pour le cancer du sein, son plus grand succès a été dans le cancer de l'ovaire. Le chaos, il est vrai dans un cancer héréditaire de l'ovaire, mais dans d'autres cancers aussi. Le cancer non héréditaire de l'ovaire, ce chaos-là existe déjà, puis on peut utiliser des inhibiteurs de PARP. Voilà, plus de chaos pour lutter contre le cancer. Mais on dirait que c'est comme une précipice. On peut monter la pente, puis tout va bien. Mais si on arrive au précipice, là, on tombe. Puis c'est la même chose pour la cellule cancéreuse. Elle devient différente, elle change, elle monte la colline. Mais si tout à coup, elle arrive au précipice, puis tu lui mets un inhibiteur de PARP, boum, elle tombe. Les inhibiteurs de PARP, c'est un peu comme la dernière poussée avant de tomber en bas de la falaise, finalement. Vous avez développé une stratégie de one-two punch avec un collègue à l'Institut du cancer de Montréal. Est-ce que tu peux nous en parler, Anne-Marie? Oui, c'est avec un de mes anciens étudiants qui est maintenant chercheur. Lui, travaillait sur des souris. Il travaillait pas... C'était avant pas ces testicules de souris. Non. Mais il a été faire un postdoc en vieillissement. Quand on parle de vieillissement, on parle beaucoup d'un concept qui s'appelle la sénescence. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est une cellule qui devient vieille. Elle arrête d'avoir ses fonctions normales, de se diviser, mais elle ne meurt pas. Elle reste autour. Puis, les cellules sénescentes peuvent contribuer à l'inflammation. Donc, les gens qui sont dans le domaine du vieillissement ont essayé de développer des médicaments pour tuer ces cellules-là qui traînent. On appelle ça des sénolytiques. Où la collaboration a commencé, c'est que dans le cancer, beaucoup de gens vont initialement répondre à un traitement. Mais à un moment donné, on va avoir une rechute. Puis là, la tumeur devient résistante. Fait que nous, on essayait de comprendre la résistance à les inhibiteurs de PARP. Puis en regardant les cellules, quand on les traitait avec PARP, on a vu que de façon drôle, ils flottaient pas comme les cellules mortes, mais ils deviennent très aplaties et grosses. Fait que là, on était au labo à côté, puis on leur dit hey, Francis, c'est-tu une cellule sénescente? Il a dit oui. Et de là est venue la notion de dire, regarde, quand on traite avec PARP, si on traite avec des fortes doses, on est capable de tuer, mais
la dose qu'on a dans le corps, probablement, il y a des cellules qui traînent encore, qui sont devenues sénescentes, mais qui ne disparaissent pas. Fait, comment est-ce qu'on va les faire disparaître? Ben, on va combiner le traitement avec un sénolytique. Tu sais, anti-PARP pousse le cancer en bas de la falaise, puis c'est comme si le sénolytique, lui, est arrivé, il redonne un coup de poing une fois que le cancer est à terre en bas de la falaise. C'est un peu ça, finalement, là, oui. Pour être sûr qu'il soit mort puis qu'il se relève pas. Là. Absolument. Certaines patientes sont résistantes à des traitements. Pour d'autres, le cancer développe une résistance en cours de route. Bref, chaque cancer a ses petits points faibles. Les attaquer de plusieurs façons en même temps, c'est pas fou. Fait qu'on travaille différentes stratégies. Donc, on a parlé de la combinaison, le one-two punch, mais il y a d'autres combinaisons qu'on a trouvées qui sont gagnantes puis qu'on travaille avec des chercheurs à l'international pour contrer la résistance à PARP puis rendre des cellules encore plus sensibles à PARP. Mais on a aussi découvert des nouveaux candidats. Donc, on travaille avec des chimistes pour créer des nouvelles petites molécules pour aller contrer d'autres protéines puis de dire est-ce que c'est une stratégie gagnante pour le cancer. L'Institut du cancer de Montréal, Anne-Marie Messmasson, des leaders mondiaux dans la lutte au cancer de l'ovaire. Edith, est-ce que ça te rassure, notre discussion? Qu'est-ce que tu retiens de notre discussion en terminant? Ben oui, ça me rassure parce que c'est pas quelque chose... je me tenais pas au courant des nouveaux traitements au niveau du cancer des ovaires. J'essayais, je le mettais à côté puis j'y pensais pas trop. Mais de voir que ici au Québec, ça existe, ces projets-là, ces recherches-là, la biobanque, c'est quand même majeur. Fait que de voir que ça existe au Québec, je trouve ça rassurant pour le futur. Ouais. Hey, moi, je suis rassuré aussi. Je trouve qu'on a trouvé plein de façons de puncher le cancer de l'ovaire, même quand il est à terre, pour être sûr qu'il se relève plus. Merci Anne-Marie pour ton travail dans la lutte au cancer de l'ovaire. Edith, je pense que Christiane, notre maman, n'a pas gagné son combat contre le cancer. Devant le cancer, toutes n'ont pas la même chance, mais les recherches auxquelles des patientes comme notre mère, Noëlle Monger, puis d'autres femmes ont participé, bien, contribuent à affaiblir le cancer, puis moi, je trouve ça pas mal gagnant. Merci, mesdames, pour votre participation. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté La Voix du cancer. Si, comme moi, vous voudriez soutenir les recherches de l'Institut du cancer de Montréal, rendez-vous au icm.qc.ca pour faire un don. Parce que les traitements de demain, ils passent par la recherche d'aujourd'hui. La Voix du cancer est un balado de l'Institut du cancer de Montréal, présenté par La Roche-Posay. À l'animation et à la co-scénarisation, Jean-Daniel Doucet. À la recherche et à la co-scénarisation, Stéphanie Dubeau. À la réalisation, Nathalie Pelletier. La prise de son, le mixage sonore, la musique originale et la production sont signés Underground.